Alors, bonjour tout le monde. On va maintenant faire l'examen de hiver 2015. Maintenant, je veux juste vous noter que cet examen-là, c'est un vieil examen. Je pense que c'est la quatrième fois que je donnais le cours. Alors, j'apprenais aussi à enseigner. Donc, il y avait certaines questions que je posais à l'époque que je trouve qui étaient plus pertinentes. Alors, je les pose plus de cette façon-là. Alors, je les ai enlevées. D'autant plus que c'est un examen de 100 points. Depuis 2020, je donne des examens de 60 points. Alors, vous avez plus de temps, mais il y a il y a moins de questions aux examens. Alors, si vous voyez quelque chose qui est rayé, c'est tout simplement parce que je trouvais que c'était plus pertinent de poser la question à l'examen. Donc, je vais aller directement à la question numéro 2 parce que la question numéro 1 n'était pas pertinente. Alors, une machine âgée de 5 ans produit annuellement 100 000 bâtons de hockey, sa pleine capacité. Donc, j'ai 100 000 bâtons, je produis jusqu'au maximum. Le coût unitaire est de 12 et le prix de vente est de 25. La machine vaut 200 000 au livre. Donc, la valeur comptable de 200 000, mais si je la vendais aujourd'hui, je pourrais avoir 350 000. Donc, en finance, on fait ça différemment qu'en fiscalité. Donc, en finance, si je vends quelque chose qui vaut 200 000 pour 350 000, j'appelle ça un gain capital. On n'utilise pas le taux d'inclusion, on va tout simplement utiliser un taux d'intérêt, un taux d'imposition pour les gains capitaux, qui est généralement 50% du taux corporatif. Alors, si on a un gain en capital, si on a un gain sur une disposition, on appelle ça un gain capital, puis on applique le taux d'imposition pour calculer les taxes. Mais si on a une perte sur la disposition, on va appeler ça une perte capitale et ça va venir réduire nos impôts ailleurs dans l'entreprise. Donc, c'est comme du cash qui nous rentre dans nos poches. On fait aucune reporte, aucune récup, aucune perte finale. Alors, on reconnaît toutes les déductions d'impôts, on les reconnaît. Alors, si on paye moins de taxes parce qu'on a une perte, mais ça veut dire que c'est du cash qui rentre dans nos poches. Alors, moins de taxes, ça veut dire de l'argent qui rentre dans nos poches. On impute une charge d'amortissement annuelle de 15 000 sur la machine et elle pourrait être revendue dans 10 ans pour 100 000 Donc, la valeur comptable aujourd'hui, elle est de 200 000. On va imputer une charge d'amortissement de 15 000 pour chacune des 10 prochaines années, donc 150 000 sur 10 ans. Dans 10 ans, elle vaudrait 50 000, mais on pourrait la vendre pour 100 000. Donc, si on la vendait dans 10 000, on ferait un gain capital de 50 000 La compagnie utilise la méthode d'amortissement linéaire. Le coût du capital est de 10 WAC. L'entreprise est imposée à 30 Alors, les opérations, le taux corporatif, c'est 30 mais les gains capitaux, nous, on va utiliser explicitement un 20 Alors, toute disposition, on va le faire, les impôts vont être calculés avec du 20 Les gains capitaux sont imposés à 20 Assumez que tout impôt, si vous voyez cette ligne, assumez que tout impôt est crédité ou déduit, tout impôt, déduction, déduction est payé ou déduit à la fin de l'année. Immédiatement, mais ça veut dire à la fin de l'année en cours. Donc, si cette année, on a une disposition puis on fait une perte en capital, on ne la reporte pas. On va juste venir réduire notre charge d'impôt. Et donc, cette réduction de charge d'impôt, c'est du cash qui rentre dans nos poches. Alors, les gains capitaux, on va utiliser 20 les opérations, on va utiliser 30 Alors, généralement, des fois, le taux d'inclusion est de 2 tiers, des fois, le taux d'inclusion est de 50 C'est pour ça que nous, on préfère faire ça explicitement. 2 tiers de 30 c'est 20, mais ça pourrait être aussi à cause des déductions, il y a des DPA, il y a plein de choses en fiscalité et nous, on ne veut pas faire ça, on va tout simplement prendre explicitement. L'année passée, la compagnie payait 30 sur ses profits et payait 20 sur ses gains capitaux. Donc, on va prendre ces taux puis on va explicitement s'en servir. L'entreprise est en train de considérer plusieurs options d'investissement mutuellement exclusifs. Assumez que dans 10 ans, l'entreprise liquide ses lignes d'affaires. Donc, tout serait liquidé dans 10 ans. Option 1. Je peux rénover la machine pour 100 000 La machine rénovée peut produire autant de bâtons, mais le coût unitaire est réduit à 10,75. Dans 10 ans, la valeur résiduelle des rénovations est nulle et la machine pourrait être revendue pour 100 000. Donc, si je rénove la machine pour 100 000, la valeur comptable de la machine va augmenter de 100 000. J'ai besoin de savoir quelle est la valeur résiduelle. Donc, la valeur résiduelle des rénovations ici, elle est nulle. Et la machine pourrait être revendue pour 100 000
Option B, elle peut acheter une seconde machine au coût de 500 000 $. Alors, on dit que c'est exclusif, alors c'est soit A ou B. Une nouvelle machine peut produire 100 000 bâtons de hockey au coût de 10,50 avec des coûts fixes annuels additionnels de 50 000. La compagnie pourrait tout vendre sa production au prix de 18 $ et dans 10 ans, la valeur de la machine est de 100 000 au livre. La valeur comptable résiduelle, alors la book value, est de 100 000 et elle pourrait être revendue, la juste valeur marchande serait de 120 000. Et option C, on pourrait vendre l'ancienne machine et louer une nouvelle machine pour 100 000 $, payable à la fin de chaque année. Alors, pour la location, quand j'ai commencé à enseigner, c'était tellement difficile d'expliquer que les frais de location sont payables en début de période, mais les taxes sont calculées en fin de période. Donc, souvent, je disais passer ça en charge, mais vu que l'examen est moins long, à partir de ce moment-là, je disais qu'on va faire ça comme il faut. Les frais de location sont payables en début d'année. Les frais d'assurance sont payables en début d'année, mais on regarde le traitement fiscal en fin d'année. Une machine louée peut produire 100 000 bâtons au coût de 10,50 $. Option D, vendre la machine et sous-traiter en Chine. Chaque bâton coûtera alors 14 $ et les frais fixes seront réduits de 150 000 par année. Alors, j'ai option A, B, C ou D. Il y a aussi l'option d'abandon qui serait une possibilité. C'était pas mentionné. Ah ben, c'est l'option D en fin de compte. Alors ici, normalement à l'examen, vous aviez le tableau. Alors, c'était à vous de rentrer toutes les données. Donc, si on ne fait rien, la book value de l'équipement, elle est de 200 000. Si on rénove pour 100 000, la book value, la valeur comptable, augmente de 100 000. Si on fait la deuxième machine, la deuxième machine, qu'est-ce qu'on dit dans B? La deuxième machine, on peut acheter une deuxième machine pour 500 000. Donc, on a deux machines qui valent ensemble 700 000. Une machine plus une deuxième. L'autre, c'est qu'est-ce qu'on disait? On vend l'ancienne machine. On vend l'ancienne machine. Pourquoi que j'ai ici de quoi? Ah, je vends l'ancienne machine pour 200 000, c'est pour ça. Alors, la book value de la machine vendue. Et ici, si je vends la machine aussi, je la vends pour 200 000. Donc, la market value, si je vends la machine, elle est en date d'aujourd'hui, je peux la vendre pour 350 000. La book value au temps 10 pour les options rien faire A et B et la market value au temps 10 parce que A et B, je vais vendre les équipements. Rien faire et A et B, je vends mes équipements au temps T est égal à 10. Donc, l'investissement initial pour chacun de mes projets. Pour chacun de mes projets, je vais calculer les ventes, les coûts variables et les coûts fixes qui me donnent mon profit d'opération, mon profit brut, ma marge bénéficiaire brute ou mon bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, en anglais EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Par la suite, on va imputer toutes nos charges non-cash, nos charges d'amortissement, qui nous donne notre bénéfice avant intérêts et impôts. Et à moins que notre projet, c'est un refinancement, la charge d'intérêt va être de 0, qui nous donne notre bénéfice imposable. On disait que la compagnie, elle était imposée à 30 %. Alors, les opérations sont imposées à 30 %. On paye 30 % en impôts. On rajoute la charge d'amortissement si applicable et on obtient nos cash flows pour chacune des années. Donc, vu qu'on utilise l'amortissement linéaire, les cash flows vont être constants pour chaque année. Nos cash flows sont constants pour chacune des années. Donc, calculer la valeur de l'entreprise si on ne fait rien. La valeur de l'entreprise, c'est égal à notre cash flow qu'on a calculé pendant les 10 prochaines années. À la toute fin, on va vendre notre équipement pour 100 000. Cependant, la valeur, à la toute fin, on va vendre notre équipement pour 100 000, mais la book value, elle est de 50 000. Donc, on fait un gain sur la disposition de 50 000 $. Et on a dit explicitement qu'on paye 20 % ou donc 10 000 en impôts supplémentaires. Donc, on la vend pour 100 000, mais on paye 10 000 en impôts sur la disposition, sur le gain. Et donc, net, on a 90 000 au temps T est égal à 10, en plus du cash flow. Donc, la valeur si on ne fait rien, l'entreprise vaut 4,793 millions. Calculer la vente de l'option A. Alors, la vente de l'option A, si j'investis 100 000 $ au temps zéro, je vais avoir un cash flow incrémental ou additionnel de 865 000. Un cash flow additionnel de 800... non, ça, c'est pas la vente, la valeur de l'entreprise. Oups.
excusez, donnez-moi une seconde. La vente de l'entreprise, calculer la vente de l'option A. Ah, OK, c'est ça. Alors, la valeur de l'entreprise, si je fais un investissement de 100 000, je vais avoir un cash flow de 865 000. Mais ça inclut le cash flow si je ne fais rien. Donc, je vais calculer la valeur de l'entreprise si je fais de quoi. À la toute fin, je vends mes équipements pour 100 000 quand ils valent 50 000. Et donc, si je fais de quoi, l'entreprise, elle vaut 5 249 000. Donc, j'ai créé, si je fais rien, elle vaut 4,8. Si je fais quelque chose, elle vaut 5,25. Donc, j'ai créé 456 000 de valeur. Donc, la vente du projet, c'est le 456 000 de valeur. Pour l'option B, même principe. Je vais calculer la valeur de l'entreprise si je fais une rénovation de 500 000 ou j'achète la deuxième machine. J'achète la deuxième machine. Maintenant, les deux machines ensemble vont me produire 786 000 de cash flow par année. À la toute fin, je vends la machine pour sa valeur comptable. Je paye mes gains capitaux. Qui sont de 14 000. Et la valeur de l'entreprise, elle est de 4,412 millions si je fais de quoi? Alors, si je prends l'option B, je vais détruire 381. Si je ne fais rien, l'entreprise vaut 4 793 000. Et si je fais l'option B, l'entreprise vaut 4 412 000. Donc, j'ai détruit 381 000 de valeur. L'option C. Alors, la valeur actuelle de l'option C, j'ai investi 350 000. Cependant, je vends la machine, c'est vrai. Alors, je reçois 350 000. Je vais payer un gain capital je vais payer 20 sur le gain capital. Donc, je vais payer 30 000 en impôts. J'ai un cash flow périodique de 875 000. Et donc, la valeur de l'entreprise grimpe jusqu'à 5,696 millions. Donc, j'ai créé 900 000 de valeur, la vente du projet. C'est 902 000 Alors, c'est la réponse en A. La réponse ici, moins la réponse en A, j'ai créé 902 000 de valeur. Donc, des quatre options, celle-ci, c'est la meilleure jusqu'à présent. Calculer la valeur de l'option D. Donc, la valeur de l'option D. Alors, je vends l'équipement, je paye le gain capital. Je vais avoir 10 cash flow de 735 000 et donc, l'entreprise vaut 4,836 millions. Donc, je vais créer 42 000 de valeur. Encore une fois, si je fais l'option D, l'entreprise vaut 4,836 millions. Si je ne fais rien, l'entreprise vaut 4,793 millions. La différence entre les deux, c'est que j'ai créé 42 590 de valeur. Donc, si j'ai le choix entre les quatre options, je vais préférer faire l'option C parce que je vais créer 900 000 de valeur. C'est la meilleure option. La valeur de l'abandon, si je liquide tous mes actifs aujourd'hui, je vais avoir 350 000 sur la disposition. Je vais payer un gain capital de 30 000 et donc j'ai 320 000. Donc, ne rien faire, c'est meilleur que abandonner. Quelle est la meilleure option? Ben, l'option C, c'est celle qui crée 900 000 de valeur. Donc, il y a 5 possibilités. Ne rien faire, rénovation, deuxième machine, louer la machine, sous-traitance en Chine ou abandon. Donc, vous avez toutes ces options-là, vous devez calculer la valeur de l'entreprise ou la vente du projet et vous allez comparer entre eux. Celle qui crée le plus de valeur pour les actionnaires, c'est le choix que vous allez prendre. Question 3. Une compagnie, une entreprise vaut 2 millions et est entièrement financée par 200 000 actions. Donc, chaque action vaut 10 $. Chaque action vient tout juste de recevoir, de payer un dividende, de taux de croissance de payer un dividende. Alors, chaque actionnaire vient tout juste de recevoir un dividende de 1 $. L'action vient juste de payer 1 $. Le taux de croissance assumé des dividendes est de 5 %. Donc, le dernier dividende était de 1 $. Le prix d'une action, selon le modèle de Gordon, est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Ici, G est de 5 %. Et si le dernier dividende était de 1 $, le dividende au temps 1, c'est 1 $ actualisé à du 5 %, donc 1,05. La compagnie est imposée à 25 %. Un projet d'expansion coûtera 1 million, donc l'investissement initial, et peut être financé soit par un prêt à 4 %, soit par une émission d'actions ordinaires, soit par une émission d'actions privilégiées.
Donc, les cash flows additionnels seront de 100 000 en perpétuité. Donc, si on prend de la dette, on s'endette. Si on prend des actions ordinaires, on a plus d'actionnaires. Et si on prend des actions préférentielles, on a plus d'actionnaires préférentiels, mais le même nombre d'actionnaires ordinaires. Les intérêts sont déductibles d'impôts, les gains capitaux et les dividendes ne le sont pas. Donc, première question, quel est le rendement attendu des actionnaires? Alors, si une action coûte 10 c'est égal au dividende au temps 1 divisé par I-G. Et le dividende au temps 1, c'est 1 actualisé à du 5 Et donc, ça veut dire que les actionnaires ordinaires s'attendent à un rendement de 15,5 Donc, les actionnaires ordinaires s'attendent à un rendement de 15,5 L'entreprise est 100 financée par des actionnaires ordinaires. Et donc, le 15,5 c'est aussi le coût du capital. Maintenant, au cours 2, on a vu que si on réduit notre coût du capital, la valeur de la firme, elle est maximisée lorsqu'on minimise le coût du capital. Donc, les actionnaires s'attendent généralement à un rendement plus élevé que la dette parce que c'est plus risqué que de la dette. Et en plus, la dette, elle est déductible d'impôt. Donc, quel est le coût du capital de la firme si le projet est financé par de la dette? Si le projet est financé par de la dette, le coût du capital de la firme, c'est le pourcentage de la compagnie. Alors, la compagnie, elle vaut 2 millions et un projet coûte 1 million. Si ce 1 million est financé par de la dette, j'ai un tiers de ma compagnie qui est financée par de la dette et c'est de la dette à du 4 Et ce 4 si on paye 25 en impôts, pour chaque 1 que je paye en intérêt, j'économise 25 cents en impôts. Donc, net d'impôts, c'est comme si je payais du 3 Donc, un tiers de la compagnie est financé à du 3 et deux tiers de la compagnie est financé à du 15,5 Et donc, j'ai un tiers de la compagnie qui est financée par du 3 net d'impôts. Et j'ai deux tiers de la compagnie qui est financée par des actionnaires qui s'attendent à du 15,5. Et donc, la compagnie est financée à du 11. La compagnie, maintenant, est financée non à du 15,5, mais à du 11,33. Même ici, je vais ajouter 5%, car 100%. Et ici, une autre chose, c'est que généralement, quand on s'endette, le coût du capital des actionnaires augmente. Mais ici, on ne dit rien, donc on peut assumer qu'il reste stable. Quel est le coût du capital de la firme si le projet est financé par des actions ordinaires? Mais je veux dire, on avait des actions ordinaires à du 15,5 Maintenant, on a des actions ordinaires à du 15,5 Et donc, le coût du capital de la firme reste toujours du 15,5 Alors, on a plus d'actionnaires, on ne peut pas assumer que les actions sont plus risquées. On pourrait, mais on ne dit rien ici. Alors, on va assumer que c'est 15,5 Quelle est la vente du projet si le projet est financé par des actions ordinaires? Donc, j'ai 1 million au temps zéro. Je vais recevoir 100 000 en perpétuité et donc à du 15,5 Et donc, la vente du projet, on détruit 354 000 de valeur. Donc, on devrait refuser ce projet. Quelle est la vente du projet? Quel est le coût du capital de la firme si la compagnie est financée par des actions privilégiées? Alors, le coût du capital de la firme, j'ai un tiers de la compagnie qui est financée par des preferred. Des preferred à du 9 On disait que c'était du 9 Et donc, le coût du capital de la firme, elle est de 13,33 Quelle est la source de financement qui maximise la valeur de l'entreprise? C'est là où est-ce qu'on minimise le coût du capital. Donc, si je prends de la dette, mon coût du capital est de 11,33. Si j'émets du capital action, mon coût de la dette est de 15,5 Et si j'émets des preferred shares, mon coût du capital est de 13,33. Et donc, la compagnie, le vice-président finance, le Chief Financial Officer, va préférer financer son entreprise avec de la dette. Expliquer comment la valeur de l'entreprise peut être maximisée en s'endettant à un taux plus élevé que le coût de la dette actuelle. Si actuellement, le coût de la dette est de 4 l'affaire, c'est qu'après impôt, le coût de la dette est de 3 Donc, si je rachète 10 de la compagnie avec du
4,4 %. Alors, mon coût de la dette augmente, mais net d'impôt, 4,4 demeure 3,3. Alors, c'est inférieur au 4 % actuel. Donc, on a vu au cours d'eux qu'avec chaque décile, la dette et les capitaux propres, le coût augmentait. Mais par contre, on voyait que ça continuait de baisser jusqu'à un prix minimum. Et ce prix minimum, c'est là où on maximise la valeur de la firme. Donc, on va continuer de s'endetter jusqu'au point où est-ce que le prochain 1 % de dette de plus et de 1 % de moins de capitaux propres ne fait pas en sorte que le coût du capital continue de baisser. Alors, génériquement, je pourrais dire que 2 tiers, 1 tiers, c'est la préférence du marché actuel. Pour les compagnies transigées en bourse, généralement, c'est ce qu'on aime. 2 tiers dette, 1 tiers capitaux propres, avec l'exception des compagnies high-tech qui sont quasiment 100 % capitaux propres. Alors, les intérêts sont déductibles pour l'entreprise, mais les gains capitaux puis les dividendes ne le sont pas. Donc, si on est capable de racheter des actions à du 15,5 % avec de la dette à 4 % 3 % après impôt, bien, on va continuer de le faire jusqu'au point où est-ce que le coût du capital commence à grimper par la suite et à ce minimum, on a maximisé la valeur de la firme. Question 4. Une compagnie est imposée à 40 %. Elle utilise la méthode d'amortissement canadienne au taux dégressif de 20 % avec demi-taux de première année. Alors, les normes comptables, ils fluctuent récemment. Alors, entre 2020 et 2023, c'était 150 % la première année. Depuis 2023, c'est 100 % et en 2027, ça revient à 50 %. Alors, comment que ça fonctionne avec les normes canadiennes? La première année, à chaque année, on impute une charge d'amortissement égale à 20 % de la valeur comptable au début de l'année, avec l'exception de l'année d'acquisition. La première année d'acquisition, on va juste imputer une charge de la moitié, le demi-taux. Alors, on va imputer une charge de 10 % la première année. Chaque année subséquente, on va imputer du 20 % Le coût du capital WACC est de 10 % La compagnie, elle a 4 projets d'investissement. Pour un investissement de 250 000, 100 000 items au coût de 2 $ seront vendus pendant les 5 prochaines années pour 4 $ l'unité. Les coûts fixes seront de 25 000 par année. Pour un investissement de 400 000, 100 000 items seront achetés, produits pour 2 $, vendus pour 5 $. Les coûts fixes seront de 50 000. Projet C, projet D, les coûts fixes. Alors, projet C, investissement, 50 000 items au coût de 3, vendus pour 5, coûts fixes. Projet D, investissement de 200 000, 100 000 items au coût de 2 $ seront vendus pour les 2 prochaines années pour 4 $. 150 000 seront vendus les 2 années suivantes. Et les coûts fixes additionnels seront de 75 000 par année. À la fin du projet, les équipements seront revendus. On ne s'attend à aucun gain ou perte. Alors, ça veut dire qu'on s'attend à être capable de revendre nos équipements pour sa valeur comptable et donc il n'y a aucun traitement fiscal sur la disposition. On va juste vendre la juste valeur marchande, elle est égale à la valeur comptable. Donc, on va calculer la valeur de chacune des projets. Alors, pour le projet A, je vais calculer ma valeur comptable pour chacune des années. Donc, si j'ai un équipement qui vaut 250 000 avec un taux dégressif de 20 %, la première année, je vais imputer une charge de 20 % divisée par 2, 10 % de sa valeur. Elle vaut 225, mais pour chacune des années subséquentes, j'impute 20 % de sa valeur en début d'année. Donc, 45 000 la deuxième année, elle vaut 180. 20 % de 180, c'est 36, et ainsi de suite. Donc, j'ai toutes mes charges d'amortissement, mais mon EBITDA, il va être constant. Alors, j'ai un nombre de ventes, quantité vendue fois prix de vente, mes coûts des marchandises vendues, mes coûts variables, quantité vendue fois coût par unité, coût variable par unité, et mes coûts fixes sont donnés de 25 000. J'impute la charge d'amortissement. La charge d'intérêt va tout le temps être de 0, à part si notre projet, c'est un refinancement qui nous donne notre bénéfice imposable. Et avec ce bénéfice imposable, on impute une charge, on paye 40 % en taxes. C'est donné explicitement. Qui nous donne notre bénéfice net, on rajoute la charge d'amortissement qui donne notre cash flow. Donc, quelle est la valeur du projet? C'est l'investissement initial plus la valeur actuelle des 5 cash flows
Alors, cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, cash flow 4. Cash flow 5, mais en même temps qu'on reçoit cash flow 5, on va vendre l'équipement pour sa valeur comptable. On n'a aucun gain capital et donc aucun traitement fiscal. Le tout escompté à du 10%, autant T est égal à 0. Donc, le projet A va créer 253 000 de valeur en date d'aujourd'hui sur les 5 prochaines années. On fait la même chose. Alors, quel est le délai de récupération du projet A? Délai de récupération. C'est une façon, dans notre tête, de calculer combien de temps que ça prend pour récupérer notre investissement initial. Donc, au temps zéro, je paye 250 000. La première année, je m'attends à 115 000. Donc, à la fin de la première année, j'ai 135 000 toujours à récupérer. La deuxième année, je vais faire 123 000. Sur le 135, j'en ai 123 qui est récupéré la deuxième année. Il me reste 12 000 à récupérer. Et je vais assumer que la troisième année, j'ai 119 400 pendant l'année uniformément. Donc, j'ai 2 pleines années que ça me prend pour récupérer mon argent, plus le dernier 12 000, j'ai un 10% de la troisième année. Alors, j'ai 12 000, j'ai quasiment 120 000 la troisième année, donc 10% de la troisième année pour récupérer mon investissement initial. Le délai de récupération actualisé, c'est le même principe, mais les cash flows, je vais tout simplement les escompter avec 1, 2, 3, 4 et 5 périodes d'intérêt. Mais le délai de récupération, si vous l'avez à l'examen, ça va être gros max 2 points sur 60, comme 2 points sur un total de 60. Mais le délai de récupération actualisé, si vous avez vraiment besoin d'une calculatrice pour la faire, le délai de récupération, vous pouvez la faire dans votre tête généralement, ou grosso modo, c'est une approximation. Mais si vous allez utiliser une calculatrice, vous allez probablement faire un calcul de VAN ou taux de rendement interne. Donc, 115 000 dans un an, c'est comme 104 000 aujourd'hui. Donc, du 250 000, j'ai 104 000 que je reçois la première année. Il me reste 145 000 du 250 000 à récupérer. 123 000 au temps 2, escompté avec 2 périodes d'intérêt, c'est 101 000. Donc, après 2 ans, le 145 000, je reçois un 101 000 la deuxième année. Il me reste 43 000. Et le 119 000 que je reçois au temps 3, bien, il vaut 89 000 au temps T est égal à 0 si j'actualise avec 3 périodes au taux d'intérêt. Et donc, si j'assume que le 89 000 est reçu uniformément pendant l'année, le 43 000 va être reçu approximativement, le 43 000 qui manque va être reçu approximativement à mi-chemin dans la troisième année. Alors, à 0,488 de la troisième année, je vais avoir reçu mon dernier 43 802. Donc, ça va me prendre 2 années, un peu moins que 2,5 années, si je tiens compte des intérêts pour récupérer mon investissement initial. Donc, ça, c'est une réponse qui est exacte. Ça, c'est une approximation. Mais cette approximation-là, on est capable de la faire dans sa tête. Alors, si j'ai un investissement de 100 000 et je vends des bières et chaque bière, je fais un profit de 2 $ dessus, je peux calculer dans ma tête que ça me prend 50 000 bières pour être capable de récupérer mon investissement. Question numéro D. Alors, D, c'est le même principe. Je vais calculer des cash flows pour chacune des années avec une valeur terminale. Je calcule la vente du projet. Pour question E, c'est la vente de C, même principe. Si j'assume que le taux d'inflation est de 5 %, quelle est la vente du projet C? Avec le taux d'inflation, vous avez 2 options. Soit que j'actualise tous mes cash flows à du 5 % pendant 1, 2, 3 ou 4 années, ou bedon, je prends le taux d'intérêt et je le réduis de 5 %. Je pourrais aussi réduire le taux d'intérêt avec la méthode exacte. Donc, 10 % avant intérêt, avant inflation, ben, c'est égal quasiment du 5 % après inflation. Mais la méthode exacte va vous donner 4,7619 %. À un examen, utilisez la méthode que vous voulez. Si vous utilisez la méthode exacte, vous allez avoir un chiffre qui est proche de 105 000. Ne vous inquiétez pas, mais depuis quelques années, je fais le calcul des deux façons. Donc, quand je fais la correction, il y a la méthode exacte et il y a l'approximation dans le solutionnaire. Mais à l'époque, j'allais directement à la réponse. Quel est le taux de rendement interne du projet C? Le taux de rendement interne, c'est le taux d'intérêt qui fait en sorte que tous les cash flows actualisés à ce taux égale une vente de 0. Donc, je rentre tous mes cash flows dans la calculatrice et il faut utiliser la calculatrice financière, les registres internes des cash flows.
Vous faites Compute IRR et ça va vous donner un rendement de 39,69. Alors, 39,69 %, c'est plus grand que le 10 % du coût du capital. Donc, on devrait avoir une vanne qui est positive et on devrait accepter le projet. Question H, même principe, c'est calculer la vanne du projet H. Annuité équivalente. L'annuité équivalente dit que je peux soit recevoir un montant aujourd'hui, la vanne, ou ben donc je peux recevoir cette vanne avec 4 paiements équivalents sur les 4 prochaines années. Si j'escompte à du 10 220 000 aujourd'hui est équivalent à recevoir 69 677 pour chacune des 4 prochaines années. Donc, au taux d'intérêt de 10 souvent, avec des gagnants de la loterie, vous avez le droit soit à un montant forfaitaire en date d'aujourd'hui, vous allez avoir une charge d'impôt qui est importante, ou ben donc, vous pouvez prendre la rente sur les 20 prochaines années. Donc, la charge fiscale, elle est moins importante. La plupart des personnes prennent le montant forfaitaire, mais malheureusement, la plupart de ces personnes-là vont toutes perdre leur argent à l'intérieur de quelques années. Tandis que si tu avais la rente, tu recevais un montant fixe pendant les 20 prochaines années. Si tous les projets sont indépendants, lesquels devront être abordés? Si les projets sont indépendants, on devrait tous les prendre. Il y a une exception. S'il y a une contrainte budgétaire, si la contrainte budgétaire le permet. S'il y a une contrainte budgétaire, ça veut dire qu'on ne le permet. Parce que chaque investisseur, tous, si la contrainte budgétaire le permet, parce que si on a besoin d'argent pour investir, peut-être qu'on a une contrainte budgétaire, on va juste prendre des projets qui maximisent la valeur de la firme. Mais si on a un budget illimité, on prend tous les projets qui ont une vanne positive. Si le budget d'investissement est de 500 000, par contre, quels projets devront être abordés? On va prendre A et D, et la raison, c'est parce que si je regarde D, j'ai besoin de 200 000 pour créer 220 000 de valeur. Pour C, j'ai besoin de 100 000 pour créer 81 000 de valeur. Pour B, j'ai besoin de 400 000 pour créer 269 000 de valeur. Donc, avec B, je ne peux pas prendre B et D en même temps. Donc, dépendant de l'investissement initial. Et pour A, j'ai besoin de 250 000. Donc, si je prends B, je ne peux pas faire A ni D. Alors, B et C, je peux les prendre. Ou ben non, je vais regarder la combinaison qui fait avec les vannes. Je vais prendre la combinaison qui maximise la valeur de la firme. Donc, si je prends A et D, D me crée 220 000 de valeur. Et A, le projet A, 220 000 plus 253 000. Donc, je vais créer 473 000 de valeur en combinaison, avec la combinaison de ces deux-là. Si je prends le projet B, ça me prend 400 000 pour créer 269 000 de valeur. Alors, je ne peux pas prendre A et D, je peux juste prendre C avec. Donc, j'ai 269 000 plus 81, c'est moins de valeur qui est ajoutée. Donc, je vais prendre la combinaison qui maximise la valeur de l'entreprise. Si, cependant, je peux louer, je vais louer l'équipement s'il y a quand même une vanne positive, parce que louer, généralement, tu n'as pas besoin d'un investissement supplémentaire, autant T est égal à 0. Quelle est l'annuité équivalente? Si on l'a fait. Alors, question numéro 5. Une PME possède 300 000 en actifs financés par une dette court terme de 50 000 à 3 déductible d'impôt. Une dette long terme de 100 000 à 6 déductible d'impôt. Et le reste par l'investissement du propriétaire qui possède un bêta de 1,5. Alors, le bêta, c'est une mesure de risque. C'est rare que je demande bêta dedans. La valeur marchande des actions est égale à 2 fois la valeur au livre des actions. Donc, le prix de l'action est égal à 2 fois sa valeur comptable. Donc, ce serait 2 fois, alors la valeur comptable, c'est 150 000. Donc, le prix des actions, c'est 300 000. 300 000 sur le nombre d'actions. La PMA n'impute aucune charge d'amortissement, mais paiera immédiatement un impôt si jamais elle vend un actif pour un prix qui diffère de sa valeur au livre. La PMA paye un impôt. Déduction. Si jamais elle vend un actif la PMA paie un dividende égal à 100 du bénéfice net qui est assumé constant. La PME est imposée à 30 et les gains capitaux sont imposés
à 10 %. Calculer le rendement attendu sur l'investissement du propriétaire. Donc, le rendement du propriétaire, c'est égal au taux sans risque. C'est égal au taux sans risque plus le bêta fois la différence entre le rendement attendu du marché et le taux sans risque. Donc, le taux sans risque est de 2 %. Le bêta de l'entreprise est de 1,5. Le marché paye du 9 % par année, alors un portefeuille diversifié à la bourse, et moins le taux sans risque. Donc, l'actionnaire s'attend à un rendement de 12,5 %. Calculer le coût du capital de la PME. Donc, j'ai 50 000 du 300 000 qui est financé par de la dette. Un sixième est financé par du 3 %, mais l'intérêt est déductible d'impôt. Pour chaque dollar d'intérêt que je paye, j'économise 30 cents en impôt. J'ai 100 000 du 300 000, un tiers de la compagnie qui est financée par l'autre dette, celle à du 6 %, encore une fois déductible d'impôt. Et j'ai la moitié de la compagnie qui est financée par des common shares qui payent du 12,5 %. Donc, le coût moyen pondéré de la compagnie, une moyenne pondérée de toutes les sources de financement après impôt de l'entreprise est de 8 %. Quelle est la valeur marchande des actions du propriétaire? Donc, j'ai 300 000 de valeur. La valeur des actions du propriétaire, c'est le 150 000. On avait dit que c'était 2 fois sa valeur au livre, 2 fois sa book value. La juste valeur, c'est 2 fois la valeur comptable. Et donc, la valeur des actionnaires, de l'actionnaire, elle est de 300 000, la juste valeur marchande. Calculer le cash flow annuel de la PME. Donc, le prix d'une action, on ne connaît pas le nombre d'actions, mais les actions totaux de la compagnie vont payer des dividendes totaux. Donc, une action paye un dividende, toutes les actions payent toutes les dividendes. Donc, le prix de la valeur totale de toutes les actions est égal à la valeur totale de tous les dividendes divisé par I moins G. Et le dividende, on dit qu'on paye 100 % de nos bénéfices sous forme de dividende, donc c'est égal au cash flow. Et on dit aussi que le taux de croissance est nul. Donc, si on paye 100 %, il n'y a aucune place pour de la croissance de toute façon. Donc, la croissance, c'est en réinvestissant ou en empruntant. Et donc, quel est le cash flow annuel de la PME? Donc, le prix de toutes les actions, c'est 300 000. Le cash flow total, qui est payé sous forme de dividende, divisé par I moins le taux de croissance qui est nul, I étant 12,5 %, on peut isoler notre cash flow annuel de 37 500. Et ça conclut notre examen. Juste une petite note, c'est rare que je demande des questions avec le bêta, alors j'ai enlevé ça de mes examens récemment.